Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de poursuivre sur la partie investissement en bourse via les ETF, via les trackers. Donc j'avais déjà fait une première vidéo sur ce sujet-là pour vous expliquer les principes des ETF. Là, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans les détails et de vous montrer de quelle manière on pourrait construire un portefeuille un peu plus élaboré à partir d'ETF. Donc encore une fois, dans le cadre où vous souhaitez investir en bourse de façon plus passive et de façon un petit peu plus simple que si vous étiez amené à faire de l'investissement en ce qu'on appelle en stock picking, où vous choisissez des valeurs en titre vif. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de parcourir dans cette vidéo un certain nombre de points. Le premier, c'est déjà, je vous ferai un rappel rapide sur le principe des ETF. Dans quel cas il y a intérêt à investir dans les ETF et à quoi ça correspond. Les avantages et les inconvénients de faire un portefeuille diversifié d'ETF, parce que vous verrez qu'il n'y a pas évidemment que des avantages. Définir de quelle manière on va pouvoir définir une composition cible. Le choix, du coup, comment on va choisir les ETF, et je vous montrerai un petit exemple de construction de portefeuille. On verra ensuite de quelle manière on peut rajouter une certaine gestion active dans la construction d'un portefeuille d'ETF. Donc ça, c'est plus pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, on va dire, dans la construction de leur portefeuille. Et enfin, on fera une petite synthèse sur, en fonction de votre expertise et du temps que vous avez à allouer dans vos investissements, quelle stratégie je vous conseille dans la construction de votre portefeuille d'ETF. Juste le type de gestion, en fait, avant de rentrer un peu plus dans la construction du portefeuille ETF. Déjà, pour rappel, lorsque vous investissez en bourse, il y a deux grandes approches possibles. Soit vous sous-traitez vos investissements, soit vous les gérez par vous-même. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des gens sous-traitent leur investissement boursier via des intermédiaires, donc soit en utilisant le PEA, ils achètent ce qu'on appelle des fonds communs de placement, donc là vous avez un intermédiaire. Le plus courant, c'est quand on passe par assurance vie, ce qu'on appelle les unités de compte, donc là vous allez finalement avoir deux intermédiaires puisque vous avez l'assureur plus le fonds commun de placement, voire même dans certains cas, des assureurs vous proposent des mandats, ce qu'on appelle des mandats de gestion. Donc là, vous allez carrément avoir trois intermédiaires puisque vous allez avoir l'assureur, vous allez avoir le fonds commun de placement, plus le mandat de gestion, la personne qui va gérer à votre place le choix des fonds communs de placement. Donc globalement, en fait, quand vous sous-traitez vos investissements, dans 95% du temps, vous allez faire moins bien même que les indices. Donc ça, je l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est en fait principalement lié au fait que vous mettez des frais systématiquement dans les différents intermédiaires et que ces intermédiaires-là ne vont pas de toute façon mieux investir que vous, même si vous avez, et typiquement la manière d'investir via les ETF vous permet déjà de battre, d'être plus performant dans la grande majorité des cas. Donc c'est évidemment l'objet de cette chaîne, hein, c'est de vous inciter à investir en bourse par vous-même et non pas en sous-traitant, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure performance. Et donc lorsque vous investissez en direct, il y a deux grandes approches possibles. Soit vous faites de la gestion qu'on appelle active et vous allez choisir par vous-même vos titres, donc vous allez acheter directement des actions. Soit vous avez une approche plutôt passive et vous allez choisir donc des paniers d'actions via ces fameux ETF trackers, donc qui est évidemment l'objet de la vidéo. Et encore une fois, le gros intérêt de l'approche directe, c'est que vous allez éviter tous les intermédiaires, du coup éviter tous les frais et du coup être beaucoup plus performant et bien mieux maîtriser ce que vous faites dans vos investissements. Donc, après, quand vous faites de l'investissement, donc là, évidemment, la vidéo va se concentrer sur la partie ETF qui nous intéresse. Lorsque vous investissez dans les ETF, il y a deux grandes approches possibles, on va dire. La première approche, qui est vraiment la plus simple, si vous allez choisir un seul ETF, typiquement un ETF monde, pour expliquer le marché dans son ensemble, ou en tout cas, on le verra juste après, le plus proche possible de son ensemble. Voilà, donc ça, c'est l'approche hyper simple, hyper rapide. Vous prenez un ETF monde, vous l'achetez, éventuellement vous diversifiez avec deux émetteurs, donc vous prenez deux types d'ETF différents, monde, vous les achetez, vous refermez le PC et 10 ans après vous revenez pour voir ce que ça a donné. En fait, ce que je veux dire, c'est que là il n'y a absolument aucune gestion, la construction est hyper simple et vous n'avez absolument aucun arbitrage à faire dans le temps. Donc là c'est une manière vraiment extrêmement simple, extrêmement rapide d'investir en bourse et qui vous permettra d'être plus performant que 95% des fonds communs de placement et donc dans quasiment vous allez être plus performant que si vous sous-traitez vos investissements via des PEA, assurance vie, etc.
Le deuxième exemple donc qui est l'objet de cette vidéo, c'est si vous faites une construction un peu plus élaborée de votre portefeuille. Voilà, donc là on va rentrer un peu dans ce détail-là et je vais vous montrer de quelle manière on peut construire un portefeuille un peu plus complet. Donc déjà, les avantages de construire un portefeuille d'ETF diversifié, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ça va vous permettre évidemment de personnaliser la répartition par pays. Pourquoi? Parce que lorsque vous investissez dans un ETF monde, comme on l'avait vu dans la principale vidéo qui a traité de ce sujet-là, en fait, vous répliquez le marché boursier mondial avec la pondération de la capitalisation boursière. Ce qui fait qu'en fait, l'ETF monde, vous êtes investi à 60% sur le marché américain. Le fait de construire un portefeuille diversifié d'ETF et de choisir vous-même vos répartitions typiquement par pays, ça va vous permettre du coup de personnaliser cette répartition et du coup de faire quelque chose peut-être de différent de l'ETF monde classique. Le deuxième intérêt, c'est que ça va vous permettre du coup de rééquilibrer éventuellement votre patrimoine. Alors ça peut avoir du sens pour les gens typiquement qui travaillent dans des entreprises, qui ont des plans épargne entreprise, donc qui ont des actions de leur propre entreprise. Et du coup, en fonction de la nationalité de leur entreprise, ça peut avoir du sens de rééquilibrer leur portefeuille d'ETF en fonction des actions qu'ils auraient déjà de leur propre entreprise qui seraient du coup forcément concentrées sur un domaine d'activité ou sur un pays. Je donne un exemple, quelqu'un qui serait par exemple dans une société américaine et qui aurait des stock options de sa société, il aurait déjà une partie de son patrimoine sur le marché américain via ses actions, via ses stock options. Donc ça pourrait avoir du sens plutôt que de prendre un ETF monde qui est lui de nouveau à 60% voire plus sur le marché américain, d'avoir un rééquilibrage et peut-être d'avoir davantage d'ETF, un pourcentage plus important d'ETF sur le marché européen plutôt que sur le marché américain. Le troisième intérêt d'avoir un portefeuille d'ETF diversifié, c'est que ça va vous permettre de réduire un peu les frais sur ces ETF parce que malgré tout, il y a quelques frais. Alors c'est évidemment bien inférieur aux frais des fonds communs de placement comme on l'avait vu dans la précédente vidéo sur ce sujet, mais on va quand même avoir entre 0,2 et 0,5% de frais annuels sur ces ETF. Et l'ETF Monde fait partie des ETF qui sont quand même assez chers puisqu'on est en général plutôt au 0,4%. Si vous avez un portefeuille diversifié, ça va vous permettre de prendre des ETF qui sont un petit peu moins coûteux que l'ETF Monde traditionnel. Le quatrième intérêt d'avoir ce type de portefeuille diversifié, c'est que ça va vous permettre également d'avoir des ETF plutôt à réplication physique, notamment pour le marché européen, si vous êtes dans un PEA. C'est-à-dire dans le cadre d'un PEA, comme vous le savez, vous pouvez avoir que des actions du marché européen. Donc à partir du moment où vous prenez des ETF dans lequel il y a des actions en dehors du marché européen, ça va forcément être un ETF qu'on dit synthétique. Donc je l'avais également expliqué dans la précédente vidéo, je ne reviens pas là-dessus. Mais si vous voulez une partie d'ETF à réplication plutôt physique, encore une fois dans le cadre du PEA pour le marché européen, le fait d'avoir un portefeuille diversifié, ça va vous permettre d'avoir les ETF européens en réplication physique, au lieu d'avoir uniquement un ETF monde à réplication uniquement du coup synthétique. Et enfin, le dernier avantage moi que j'y vois sur cette diversification de portefeuille ETF, c'est que ça peut vous permettre de rajouter une dose de gestion active. Donc là, pour les gens qui veulent aller vraiment plus loin, donc ça on y viendra en fin de vidéo pour que je vous explique un peu les différentes approches qu'on pourrait avoir en gestion active d'un portefeuille d'ETF. Voilà. Bon, malgré tout, comme je disais, il y a un certain nombre d'inconvénients à diversifier son portefeuille. Le premier, c'est qu'évidemment, c'est plus compliqué à mettre en place, puisque vous allez voir qu'on peut avoir énormément de combinaisons possibles dans la construction de son portefeuille d'ETF diversifié. Et du coup, ça prend également forcément plus de temps. Ensuite, que la performance ne sera pas forcément supérieure à si vous aviez pris un ETF unique monde. Si on regarde par exemple sur les 5 dernières années, la personne qui aurait pris un ETF monde à comparer à quelqu'un qui aurait fait quelque chose de plus élaboré, plus diversifié, peut-être plus pondéré sur le marché européen ou émergent que le marché américain, ben, il aurait eu des performances moins bonnes. Pourquoi? Parce que sur les 5 dernières années, le marché américain a extrêmement bien performé et du coup, ben, celui qui a pris l'ETF monde, comme il est majoritairement marché américain, forcément, il aurait probablement eu des performances meilleures. Voilà, donc on peut faire quelque chose de très élaboré, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura une performance supérieure. Le quatrième inconvénient, c'est qu'à partir du moment où vous avez une composition d'ETF diversifiée, vous allez être obligé du coup d'avoir plusieurs lignes, de devoir peut-être acheter des ETF
qui ont des prix un peu plus différents, assez importants en fonction des types d'ETF. Il va y avoir peut-être des pondérations sur un pays que vous voulez à quelques pourcents. Et du coup, en fait, ça va vous nécessiter d'avoir quand même un minimum d'argent dans votre portefeuille boursier. Donc, je pense qu'il faut au moins 10 000 euros à gérer en ETF à partir du moment où on veut faire quelque chose un peu plus élaboré. L'avantage de l'ETF Monde, c'est que lui, pour le coup, même avec 500 euros, vous pouvez très bien mettre tout sur un ETF Monde, ce qui ne sera pas possible, encore une fois, ou beaucoup plus compliqué si vous voulez faire un portefeuille plus élaboré. Et enfin, l'inconvénient d'avoir un portefeuille un peu plus diversifié que l'ETF Monde, c'est que vous allez avoir du coup des frais de courtage plus importants, et si vous avez des rééquilibrages à faire dans le temps, pareil, vous allez être obligé de vendre, racheter des ETF, alors qu'encore une fois, l'ETF Monde, vous l'achetez une fois, terminé, vous ne bougez plus. Donc voilà, l'inconvénient d'avoir un portefeuille un peu plus élaboré, composé de plusieurs ETF, etc., ça va quand même générer un peu plus de frais. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir construire votre portefeuille. Donc souvent, quand on construit un portefeuille d'ETF, le critère principal qu'on va regarder, c'est l'aspect géographique. On pourrait également regarder l'aspect sectoriel. Pourquoi? Parce qu'il y a des ETF qui vont plutôt être définis en fonction d'un secteur d'activité. Bon, là, on pourrait rentrer dans des stratégies un peu plus compliquées. Ce que je vous propose là, c'est de vous montrer de quelle manière on pourrait construire un portefeuille sur une analyse plutôt géographique. Et de quelle manière on pourrait construire quelque chose d'assez équilibré. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, sur le marché boursier mondial, vous allez du coup retrouver les différentes zones géographiques, à savoir les US, bon, le marché américain dans son ensemble, il y a évidemment aussi le Canada sur le marché nord-américain. Vous allez avoir l'Europe, donc dans lequel on va mettre ou pas l'Angleterre maintenant avec le Brexit. Ça, c'est une petite subtilité au niveau des ETF qui va arriver. Vous avez également les émergents, le Japon qui est souvent un peu dissocié sur le marché asiatique. Et enfin, tous les autres pays en dehors des quatre précédents, des quatre zones précédentes. Et après, donc, vous avez les capitalisations boursières, c'est-à-dire que chacune de ces zones, actuellement, ont évidemment des sociétés qui sont cotées en bourse. Et aujourd'hui, la répartition de la capitalisation boursière en fonction des différentes zones géographiques est la suivante. Les US représentent 55% de la capitalisation boursière mondiale sont des sociétés américaines. 20% en Europe, 7,5% au Japon, 10% dans les émergents et dans tous les autres zones géographiques, c'est moins de 10%. À côté de ça, vous avez le produit national brut qui correspond du coup à la création de richesse de ces différentes zones géographiques. Et on voit que là, pour le coup, c'est complètement différent. C'est-à-dire que autant la somme de la capitalisation boursière aux US représente 55% de la capitalisation boursière mondiale, autant le PNB est plutôt aux alentours des 20%. En Europe, c'est pareil, on est aux alentours des 20%, le Japon, c'est à peu près 5%. Les pays émergents, pour le coup, c'est beaucoup plus, parce que là, on va du coup avoir typiquement la Chine, l'Inde, etc. Donc, on est plutôt aux alentours des 35% si on fait la somme du produit national brut de l'ensemble des pays émergents, et les autres, c'est à peu près 20%. Donc après, à partir de là, vous allez pouvoir du coup définir une allocation cible. Soit vous souhaitez répliquer exactement la capitalisation boursière mondiale et du coup, on va être sur les indices classiques du MSCI. Donc, je vous invite à regarder si vous voulez comprendre de quelle manière sont construits ces indices classiques. Mais du coup, dans l'indice classique MSCI World, vous allez retrouver les US, l'Europe et le Japon. Dans l'indice classique ACWI, vous allez retrouver la pondération en tenant compte du Japon, des émergents et autres. Et on va également avoir le ACWI IMI qui tient compte également des small caps. Donc, soit vous cherchez à répliquer la capitalisation boursière et à ce moment-là, vous pouvez faire relativement simple, c'est-à-dire en fonction de si vous voulez répliquer le marché US, Europe, Japon, vous prenez tout simplement l'ETF Monde. Soit vous voulez répliquer le ACWI et là, vous pouvez par exemple rajouter un ETF pays émergent. Soit vous voulez le ACWI IMI et là, effectivement, ça va rajouter éventuellement des ETF small cap pour avoir cette réplication-là. Bon, là, on rentre déjà dans des choses un tout petit peu plus élaborées, donc je vous montrerai avec des exemples juste après pour vous montrer de quelle manière ça peut se construire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que
vous avez des ETF qui font ces synthèses-là, mais si vous investissez dans un PEA, vous allez avoir accès que à l'ETF World. Il n'y aura pas les ETF ACWI et ACWI IMI. Ce qui fait que si vous voulez répliquer ces deux derniers indices, il va falloir de toute façon composer entre un ETF World et un ETF émergent, ainsi que des ETF Small Cap. Deuxième scénario, vous allez vouloir plutôt vous rapprocher du produit national brut. Donc là, vous voyez que la répartition est complètement différente. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir vous baser sur des ETF World pour pouvoir répliquer cette répartition. On va être obligé de construire en prenant des ETF US, des ETF Europe, des ETF Japon, des ETF émergents, etc. pour avoir la répartition cible. Et après, à vous de définir votre allocation cible. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va du coup avoir une allocation sur ces différentes zones géographiques en pondérant entre le PNB et la capitalisation boursière. Ce qui fait que le marché US, on pourrait le pondérer entre 30 et 55%. Le marché européen, on pourrait le pondérer entre 15 et 30%. Et ça, quelque part, c'est à vous de définir l'allocation que vous souhaitez faire en fonction de votre analyse du marché, en fonction de votre vision des choses. Si effectivement, typiquement, le marché émergent, vous considérez que la capitalisation boursière actuelle des marchés émergents ne représente que 10% de la capitalisation mondiale, mais que d'un autre côté, le PNB est lui beaucoup plus important, on pourrait éventuellement envisager d'avoir une pondération des marchés émergents supérieure à 10%, peut-être pas de 35%, mais entre les deux, peut-être entre 10 et 25%. Sachant que ce qu'il faut noter également, c'est que historiquement, les marchés émergents et autres ont des niveaux de volatilité qui sont supérieurs aux marchés matures, on va dire, qui sont les marchés US, Europe, Japon. Donc en fonction aussi de votre sensibilité à la volatilité, à vous de définir votre allocation cible. Ensuite, une fois que vous avez défini votre allocation cible en fonction des différentes zones géographiques, vous allez du coup choisir les ETF. Donc, il y a différents critères qu'il va falloir regarder. Il va falloir déjà regarder si c'est un ETF qui est éligible au PEA ou pas, si vous voulez investir dans cette enveloppe fiscale. Je ne vais pas revenir non plus là-dessus, mais comme je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos, je vous conseille fortement de privilégier le PEA, sauf éventuellement si vous n'êtes pas imposé sur le revenu, dans quel cas vous allez pouvoir vous limiter aux impôts de la CSG, mais sinon vous allez avoir à minima la flat tax de 30% sur compte titre. Le deuxième critère qu'il va falloir regarder de près également, c'est le fait que l'ETF réplique au plus proche de l'indice. Voilà, donc c'est un ETF de qualité. Ensuite, ce qu'il va falloir regarder comme critère, c'est que vous ayez les frais les plus faibles possibles. Donc là, souvent, ces deux points-là sont liés. C'est-à-dire que quand les frais sont faibles, généralement, on va avoir une réplication qui est du coup plus proche de l'indice. Enfin, il va falloir regarder un point très important, c'est la liquidité de l'ETF. C'est-à-dire il faut qu'il ait un encours suffisamment important, qu'il y ait du volume tous les jours en achat et en vente pour éviter ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire pour éviter d'avoir à acheter plus cher que le prix de l'indice et vendre moins cher. Et enfin, un autre critère qui est peut-être à regarder, c'est le fait de diversifier ses émetteurs. Pareil, je ne reviens pas là-dessus sur les risques des émetteurs, mais ça peut être bien d'avoir 2-3 émetteurs différents dans son portefeuille pour un peu diversifier le risque. Voilà. Et enfin, le dernier critère que vous allez pouvoir regarder, c'est est-ce que vous souhaitez un ETF qui distribue tous les ans des dividendes ou plutôt qui capitalise. Donc ça, c'est en fonction évidemment de la taille de votre portefeuille, de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes en PEA ou en compte titre? Voilà, il peut y avoir plusieurs analyses, plusieurs critères qui font que vous choisissez plutôt un ETF qui distribue ou qui capitalise. Ensuite, une fois que vous avez défini donc vos allocations cibles, que vous avez bien en tête les différents critères pour trouver les bons ETF, vous allez utiliser ce qu'on appelle des bases de données qu'on trouve sur Internet pour identifier le bon ETF. Donc là, vous avez plusieurs sites Internet, moi, que je vous conseille pour effectivement sortir les ETF qui correspondent à vos critères. Vous avez le site de Morningstar, dans lequel il y a un sélecteur, il y a également des conseils. Bon, par contre, je n'ai pas trouvé l'option pour cocher PEA, ce qui fait qu'à chaque fois, il faut vérifier que les ETF sont éligibles ou pas au PEA. Il y a Boursorama qui est bien, mais pas complètement complet au niveau de la liste des ETF, mais qui est déjà un très bon premier filtre pour trouver les ETF qui pourraient nous convenir. Vous allez avoir également Just ETF, qui est un screener qui est plutôt bien fait, et Quantalis, qui est également, je trouve, assez complet. Un screener qui vous donne accès également, où vous allez pouvoir du coup choisir les paramètres pour faire sortir les ETF qui répondent à vos critères. Et ensuite, vous allez avoir les différents émetteurs.
Alors pareil, je ne reviens pas là-dessus dans le détail, je l'avais présenté dans la dernière vidéo, mais vous allez avoir, on va dire, sur le marché français, plusieurs émetteurs, c'est-à-dire ça, c'est les sociétés qui fabriquent, on va dire, ces ETF, qui les composent. Donc globalement, vous allez retrouver Amundi, qui est une filiale du Crédit Agricole, vous allez retrouver BNPP Easy, qui est une filiale, en tout cas qui sont des ETF gérés par la BNP, Ishar, qui est géré par BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire de fonds d'actifs au monde, Lyxor, qui est lié à la Société Générale, et SPDR, qui est lié à State Street Advisor, qui est également un fonds, une société de gestion active. Voilà, donc ça, on va dire, c'est les 5 gros émetteurs qu'on retrouve sur le marché français, que je vous conseille de sélectionner en priorité, parce que c'est là où on va retrouver les liquidités les plus importantes. Voilà. Et ensuite, donc, vous allez devoir choisir vos ETF. Donc là, j'ai fait un petit exemple pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, faire une allocation de l'ensemble du marché mondial, donc ACWI, IMI, qui tient compte également des small caps, qui veut plutôt une répartition qui ne colle pas au poids des capitalisations boursières, mais qui se rapproche plutôt du PNB, donc on va dire une allocation entre les deux, entre capitalisation boursière et PNB, qui soit éligible au PEA, qui soit capitalisant. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, j'ai dit, ben voilà, moi, dans la construction de ce portefeuille, je verrai bien 30% de grosses capitalisations boursières de sociétés américaines, 5% de small américaines, 20% de grosses sociétés européennes, 10% de small européennes, 30% de marchés émergents et 5% de Japon. Voilà, donc ça peut être un exemple de construction de portefeuille un peu diversifié, tout à fait cohérent. Et après, ben, sur chacune de ces lignes, on va devoir aller chercher l'ETF qui correspond à ce qu'on recherche. Donc là, par exemple, on va faire un exemple sur la partie big, les grosses capitalisations américaines. Donc là, j'en ai sélectionné un qui est l'ETF Amundi ETF MSCI USA. Donc là, comment je l'ai trouvé? Ben, je vais vous montrer tout simplement. Je suis allé sur le site Quantalis. Et là, sur le site Quantalis, vous avez un onglet fonds. Donc vous allez dessus. Vous allez sur ETF. Et donc là, on va tomber sur le screener de ce site-là qui screen donc les différents ETF du marché. On va pouvoir définir ce qui nous intéresse. Donc on fait recherche avancée sur ce screener. Donc là, on va aller chercher catégorie, on va prendre action et on va prendre action Amérique du Nord. D'accord, on va choisir ETF, donc ça c'est coché. On va dire qu'on veut que l'ETF soit éligible au PEA. Voilà, et on va faire une recherche. On pourrait rajouter un peu plus de critères, mais là déjà, ça nous permet de sortir, on va dire, la majorité des fonds. Donc on a accès du coup, là il nous sort 22 fonds différents. Et là le premier, c'est Amundi ETF MSCI USA Euro. Donc ce qui est bien également, c'est vous allez devoir aussi choisir votre monnaie. Donc là je vous conseille, surtout si vous êtes en PEA, du coup de toute façon je pense que pour le PEA c'est uniquement éligible pour ceux qui sont en euros. Donc là vous allez choisir celui-là. Vous allez quand même regarder un peu comment est construit cet ETF. Son actif sous gestion, est-ce que c'est un ETF à réplication physique ou synthétique, etc. Donc là je ne reviens pas non plus dans le détail, je l'avais présenté dans la précédente vidéo. Là ce qu'on va simplement vérifier, c'est le niveau d'actifs sous gestion, et on va également vérifier les frais et voir s'ils répliquent bien notre indice. Donc l'actif net sous gestion est de 1,5 milliard, donc ce qui est quand même un niveau de liquidité important et intéressant. Les frais courants sont de 0,28, donc c'est tout à fait raisonnable. La réplication, donc là il faudrait aller dans le prospectus de cet ETF, mais évidemment comme c'est un ETF qui est éligible au PEA et qui réplique le marché américain, on le sait déjà, c'est une réplication synthétique. Et après on pourrait regarder donc la performance de ce fonds. On va prendre sur la période la plus longue possible, donc là depuis 2009 a priori, et vous voyez que la réplication est très très proche de l'indice de référence, donc notre indice de référence étant le MSCI USA, donc qui correspond au marché boursier américain. Donc je vous invite à regarder, si vous voulez voir de quelle manière est construit cet indice MSCIA, d'aller sur le site correspondant, mais globalement vous allez répliquer du coup le marché américain dans son ensemble en dehors des small caps.
D'où l'intérêt d'avoir un autre ETF en parallèle qui lui va répliquer les small caps. Voilà, donc là j'ai choisi mon ETF Amundi ETF MSCI USA. Je peux prendre pour 30% de mon portefeuille de cet ETF là. Et de la même manière, je vais construire tout mon portefeuille de cette manière là. Bon, là je ne détaille pas un exemple de portefeuille complet. On pourrait le faire. Je vous propose de faire une autre vidéo là-dessus pour vous montrer un exemple des exemples sur chacune des lignes pour que vous puissiez voir de quelle manière on va construire un portefeuille. Donc là, on a déjà un exemple de répartition, mais avec différents émetteurs, en essayant de prendre un ETF à réplication physique pour l'Europe, etc., etc. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer le principe. Voilà, maintenant, le cinquième point, c'est comment on va pouvoir rajouter de la gestion active dans son portefeuille. Donc, c'est ce qu'on appelle le Smart Beta ETF. Bon, c'est un nom un peu barbare. C'est simplement pour dire qu'on va rajouter un peu d'intelligence dans notre construction. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on a vu précédemment, l'idée, c'est que vous allez acheter vos ETF sur la répartition, par exemple, géographique cible. Et après, vous ne bougez plus. C'est-à-dire, vous gardez cette répartition, vous gardez ces ETF sur le très long terme. Une autre approche, du coup, est de faire un peu de gestion active, c'est-à-dire de piloter son portefeuille de façon un peu plus élaborée et typiquement de piloter de façon plus active son portefeuille d'ETF pour essayer de surperformer le marché. Alors, évidemment, comme vous le savez, cette tentative prend beaucoup de temps et vous n'êtes pas forcément sûr évidemment d'arriver à surperformer. Mais on peut essayer de mettre en place des stratégies pour arriver à ces fins. Donc déjà la première partie active que l'on va faire, c'est comme je disais, soit vous faites ce qu'on appelle du buy and hold, c'est-à-dire vous achetez votre portefeuille d'ETF, vous fermez le PC, vous touchez plus à rien et vous le gardez sur très long terme, soit vous pouvez également faire un rééquilibrage dans le temps. Et là on va être du coup sur la gestion active. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez rééquilibrer votre répartition géographique, vous êtes bien sur la gestion active de votre portefeuille. La deuxième manière de faire de la gestion active, donc vraiment là de ce qu'on appelle le Smart Beta ETF, c'est à partir du moment où vous allez chercher à optimiser donc votre portefeuille, votre performance et chercher les inefficiences de marché. Donc globalement, et j'y reviendrai peut-être également dans une autre vidéo plus dans le détail, mais on peut identifier 3 grandes inefficiences de marché qui sont la value, c'est-à-dire sur le très long terme, et on en a déjà parlé sur d'autres vidéos, la value, l'achat des actions décotées, va surperformer sur le long terme le marché. Donc une des stratégies peut consister à plutôt avoir des ETF de type value et du coup de rééquilibrer son portefeuille sur cette stratégie-là dans le temps. La deuxième manière de surperformer le marché, jusqu'à maintenant j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, mais je pense que ça pourra également faire l'objet d'une vidéo, c'est ce qu'on appelle le momentum. C'est-à-dire ça, il y a énormément d'analyses académiques qui ont prouvé que les tendances long terme, donc c'est pas vraiment de l'analyse graphique, hein, c'est vraiment, là on va être vraiment sur de la tendance long terme, va surperformer le marché sur des longues périodes. Et une stratégie pourrait consister à faire du momentum à base d'un portefeuille d'ETF. Et enfin, la troisième manière de surperformer le marché est d'acheter plutôt des sociétés de qualité. Et donc là, vous pouvez également élaborer des types de stratégies ETF à partir de ce critère qualité. Voilà. Et une dernière manière de faire de la gestion active des ETF, c'est tout simplement d'utiliser déjà des ETF qu'on appelle Smart Beta, comme je disais précédemment, qui ont déjà construit au sein même de leur stratégie ces différentes approches pour capter les inefficiences de marché, value, momentum, quality. Vous avez déjà des ETF qui bâtissent leur portefeuille en tenant compte de ces stratégies. Et une stratégie simple pourrait consister à acheter tout simplement ces ETF Smart Beta. Là, pareil, on pourra y revenir sur une autre vidéo puisque cette stratégie commence tout juste dans le monde des ETF. On commence à avoir quelques ETF qui ont cette stratégie-là. Maintenant, on a assez peu de recul encore sur la performance que l'on peut en attendre. Et puis évidemment, le fait de gérer, de sous-traiter cette gestion intelligente, on va dire, finalement, vous perdez en maîtrise aussi. Donc, à voir si c'est une bonne stratégie. Voilà. Donc, le dernier point, c'est de réaliser sa propre stratégie Smart Beta. Et ça pourra peut-être faire l'objet également d'une autre vidéo pour qu'on puisse, par exemple, simuler des stratégies Smart Beta, par exemple en momentum, c'est-à-dire de choisir un portefeuille d'ETF et comment dirais-je, de pondérer ou de rééquilibrer son portefeuille en fonction de tendance, en fonction de momentum. Ça, on va dire, c'est la stratégie la plus
classique en smart beta associé à l'investissement value. Voilà, donc ça encore une fois, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo un peu plus technique pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans la gestion de leur portefeuille d'ETF. Voilà, et pour finir, donc c'est simplement une petite synthèse pour récapituler un peu les différentes stratégies qu'on peut avoir en portefeuille d'ETF et ce que je vous conseille en fonction de votre expertise, en fonction du temps de gestion que vous avez et du coup ce que vous recherchez en surperformance. Donc évidemment, pour les gens qui ne veulent pas y passer beaucoup de temps, qui ont peu de temps et qui ont peu de connaissances, le plus simple c'est de prendre un ETF monde, éventuellement d'en prendre deux avec deux émetteurs différents. Donc là c'est très simple à mettre en place et encore une fois, dans 95% des cas, vous ferez mieux qu'en sous-traitant vos investissements boursiers. La deuxième stratégie, c'est de prendre, si vous voulez répliquer le marché, de façon un peu plus large que l'ETF monde en tenant compte des marchés émergents, encore une fois qui n'est pas inclus dans l'ETF monde. Là ça peut être très bien d'avoir un portefeuille composé à minima de ces deux ETF pour répliquer également le marché émergent. Donc ça demande un tout petit peu plus de travail de recherche, un tout petit peu plus de compréhension, mais le temps de gestion est également proche ou égal à 0 et on peut espérer sur le très long terme avoir un peu de surperformance avec cette deuxième stratégie-là. Même si, par exemple, sur les 5 dernières années, ça aurait été moins bon qu'avoir un ETF monde. La troisième stratégie, donc, c'est celle qui consiste à construire un portefeuille par zone géographique pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré en fonction de son patrimoine, d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré en fonction du produit national brut des différents pays. Donc là, ça va demander plus de temps, comme on a pu le voir, plus d'expertise, beaucoup plus de temps de recherche des ETF et également plus de temps de gestion pour essayer de surperformer un peu plus le marché, sachant encore une fois qu'on n'a évidemment aucune garantie que ça marchera. Et enfin, la troisième stratégie, Smart Beta ETF, où là, ça va demander beaucoup plus d'expertise pour construire des stratégies plus complexes, beaucoup plus de temps de gestion également, mais dans l'objectif, une fois de plus, d'essayer de surperformer encore plus le marché. Voilà, bon, ça c'est à réserver vraiment aux gens qui veulent s'investir dans la compréhension et dans la construction d'un portefeuille plus élaboré. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est peut-être sur une prochaine vidéo autour des ETF, c'est de me concentrer un peu sur ce Smart Beta ETF pour voir comment on pourrait construire un portefeuille plus intelligent à partir d'inefficience de marché. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, a été complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner et d'échanger dans les commentaires ou par mail, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.